Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à notre webinaire Loi Santé Travail, quel changement pour les entreprises? Donc, ce webinaire est organisé par les services de prévention et de santé au travail de la Fédération Santé au Travail Île-de-France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce webinaire le docteur Daniel Thuer, médecin du travail chez Efficience Santé au Travail. Bonjour docteur. Bonjour, enchantée de participer à cette table ronde. Thibaut Fleury, directeur général d'Efficience Santé au Travail. Bonjour, enchanté de même. Et Francis Duchesne, technicien hygiène et sécurité à la METIF Santé au Travail. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bienvenue à tous. Donc, ce webinaire va avoir lieu sous forme de table ronde, c'est-à-dire que nous allons échanger de façon vivante et vous pouvez poser vos questions donc, via le QR qui se trouve en bas de votre écran. Et donc, les questions, nous y répondrons en direct si elles sont en lien direct avec ce qui est en train d'être dit ou bien après la présentation. Donc, bienvenue à tous. Un support résumant tout ce qui va être dit vous sera envoyé demain, donc après le webinaire, ainsi que le lien vers le replay de ce webinaire. Voilà. Donc, la loi santé-travail est entrée en vigueur le 1er avril 2022. Thibaut Fleury, est-ce que vous pouvez me dire quel est son objectif et quels sont les points clés? Alors, avant de revenir sur l'objectif, ce qui est intéressant dans la mise en place de cette loi, c'est qu'il y a un contexte particulier. Deux éléments de contexte. Le premier, c'est que, en fait, depuis 2018, nous avons un certain nombre de rapports qui sont sortis sur la thématique de la santé au travail, et je pense notamment au rapport Lecoq qui a été publié en août 2018. Et donc, on a un certain nombre de rapports avec des constats relativement partagés, mais des propositions d'évolution de la santé au travail qui étaient un tout petit peu différentes, qui ont évolué dans le temps. On avait une réforme complète du système de gestion de la santé au travail en 2018 et d'autres rapports ont quand même considéré qu'il y avait un travail de fond qui était fait, il y avait des améliorations à faire. Et tout ça nous a amené en décembre 2020 à un accord national interprofessionnel, donc des partenaires sociaux qui se sont entendus sur un texte et donc sur une vision de la santé au travail. Et la loi du 2 août 2021 est en fait une retranscription assez fidèle, finalement, de cet accord du 9 décembre. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans la mise en œuvre de cette loi. Alors, il s'est passé quand même quelques mois entre la loi du 2 août et la mise en application. On est donc au 31 mars, voilà, c'était l'échéance de lancement. Donc, on a un mois de recul aujourd'hui. On avait 47 décrets qui étaient attendus pour la mise en œuvre de cette loi. Certains sont parus avant le 31 mars, d'autres sont en train de sortir au fur et à mesure des semaines qui passent. Ce qui est intéressant dans cette loi, c'est une retranscription finalement d'un accord des partenaires sociaux. C'est un peu novateur comme sujet. La seconde chose, alors ce n'est pas une révolution, cette loi. Finalement, on est plutôt dans la continuité. Donc, on va parler des changements, c'est la thématique d'aujourd'hui. Si on se passe côté employeur, on va voir qu'il n'y a pas de grosses nouveautés sur les dispositifs qui sont prévus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'il y a une intention forte qui est marquée, notamment de progresser sur la prévention, sur la culture de prévention. Et ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, c'est cette notion d'être acteur ensemble. Alors, on va retrouver notamment des notions de décloisonnement. Et ça, c'est nouveau. Il y a une volonté de faire en sorte que la prise en charge des problématiques, que ce soit d'entreprise, mais surtout des salariés, le médecin du travail, Daniel, puisse communiquer plus facilement avec un médecin de ville. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une lutte quand même importante depuis des années. Avec les médecins conseils ainsi que les employeurs, il faut que ça décloisonne. Voilà, donc voilà, pour moi, c'est un vrai élément important, c'est cette intention à la fois donc, de renforcer la culture prévention, mais aussi de décloisonner la santé au travail par rapport à la santé de ville. Et puis, globalement, en fait, c'est une clarification et une recherche d'homogénéisation de l'offre des services de santé au travail qu'on appelle désormais des services de prévention de santé au travail. Donc là aussi, on voit qu'il y a une recherche de responsabilisation,
de l'ensemble des acteurs dont on fait partie, nous, service santé au travail, sur cette prise en compte de la culture de prévention, parce qu'on voit qu'il y a un déficit. On va en parler tout à l'heure avec la DURP, mais ça fait 20 ans, par exemple, que le dispositif du DURP existe. On voit qu'il est au cœur de cette loi, à nouveau. Donc, on va dire, OK, quoi de neuf? Donc, Francis va nous préciser quoi de neuf, mais ce n'est pas un nouveau dispositif qui est inventé. Donc, c'est renforcer ces dispositifs-là, et c'est quelque part aussi nous mobiliser vers l'action. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des dispositifs, il fallait faire, c'était vécu comme des contraintes. Là, ce qui est attendu par les partenaires sociaux et par le législateur, c'est dire, OK, c'est bien, faites le dispositif, mais surtout, bougez ensemble pour améliorer la prise en compte de la prévention dans l'entreprise. Donc ça, c'est en action. C'est exactement pour moi le sens de cette loi, c'est bouger, mobilisez-vous, pas pour faire les choses, mais faites-en une opportunité pour améliorer réellement les conditions de travail dans vos entreprises de manière générale. Voilà, donc ça, c'est globalement les points clés. Je rajouterai qu'évidemment, il y a des incidences pour les services et donc, par incidence et par conséquence pour les entreprises, c'est qu'il y a un élargissement potentiellement de l'offre des services de prévention de santé au travail. On va parler d'offres socle, on va parler d'offres complémentaires. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter aux besoins différents des entreprises. Et puis, globalement, de rappeler nos missions, parce que j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est, une fois de plus, pas une révolution sur nos missions, elle ne change pas. On est là pour accompagner les entreprises sur les questions de prévention primaire, c'est-à-dire comment éviter, je caricature un peu, mais que ne surviennent des accidents au travail, que n'apparaissent des maladies professionnelles du fait du travail. On est là quand ça arrive, quand il y a des problématiques, aussi pour accompagner les entreprises et les salariés sur le maintien en emploi, c'est-à-dire comment on fait en sorte que quelqu'un, face à ça, puisse rester le plus durablement possible en emploi. Ça, pareil, c'est dans la continuité, mais le législateur a voulu renforcer et bien clarifier notre rôle, nous, services de santé au travail, au service des entreprises. Et je finirai, avant de passer à la suite, par le fait qu'il y ait une recherche d'effectivité dans ce que l'on fait. C'est-à-dire que le législateur et les partenaires sociaux, ce qu'ils attendent, c'est que notre offre elle soit effective, qu'elle soit mesurable, qu'on aille vraiment vers l'entreprise, qu'on les accompagne. Voilà, trouver, et dans les différents rapports, qu'on était peut-être un peu trop en attente. Là, il faut qu'on accompagne, qu'on aille vers, et que derrière, on soit capable de dire on a bien fait ce service-là. Ça ne veut pas dire être parfait, mais en tout cas, c'est d'améliorer ce qu'on fait aujourd'hui. Et il y a une certification qui est prévue à échéance de tout ça. Donc, je finirai là-dessus. Pas une révolution. Il y a une ambition qui est plus sur l'intention que sur les nouveaux dispositifs. Et ce qui est intéressant, c'est que le législateur s'est dit on va quand même se donner du temps, parce que vous avez vu, la loi du 2 août, il y a quelques 9 mois entre 6 à 9 mois entre la loi du 2 août et la mise en application, mais on est sur une mise en application relativement longue. C'est-à-dire que ça commence le 1er avril, et on sait qu'on a 2 ans et demi avec les différents décrets pour qu'on aille sur la mise en place totale et globale de la loi du 2 août. Voilà les points clés. D'accord. Donc, une culture de la prévention renforcée avec un accompagnement des entreprises pour qu'ils puissent mettre en action les plans et les préconisations des SPST. Donc, les points clés, hein, c'est une évolution du DUERP qu'on va voir immédiatement, de nouvelles visites pour les salariés qui ont une incidence pour les employeurs, et puis la lutte contre la désinsertion professionnelle. Donc là, on est vraiment dans la prévention. Et donc justement, alors on parle du DUERP. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Qu'est-ce qui change pour les entreprises? Et est-ce qu'il y a des nouvelles obligations par rapport à ce document unique? Alors oui, effectivement, il y a des obligations et des nouveautés, mais il faut déjà rappeler que le document unique en tant que tel ça existe depuis 2001. Donc ça fait 21 ans que le document unique existe. Son origine, c'est de mettre en place de la prévention, faire l'évaluation donc des risques en entreprise, afin donc de détecter là où il peut y avoir des accidents, mettre en place une protection, des équipements ou des solutions pour éviter donc cet accident potentiel. À partir de ce moment-là, donc nous sommes sur 21 ans donc, de document unique. Oui. Et il y a un constat. Voilà, 21 ans. À l'heure d'aujourd'hui, par rapport à... Est-ce qu'on le lance? Je pense qu'on peut lancer le sondage. Nous avons mis en place un sondage pour savoir, au niveau du document unique, qui a son document unique.
Et sa réponse, c'est bien. Oui, là, on a Effectivement. beaucoup de réponses On a des bons direct. élèves pour l'instant. Nous avons des bons élèves. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a un taux dans les gens qui adhèrent chez nous dans nos services, de petites entreprises notamment, qui n'ont pas leur document unique. Et 20 ans après, le constat est quand même un peu rude. C'est que le dispositif n'a pas été intégré et compris. Complètement. Le dispositif en lui-même, le document unique en fonction de la taille de l'entreprise, justement, donc on parle de TPE, c'est surtout, oui, c'est du papier. Qu'est-ce que je vais en faire? On va vous partager le sondage. Hein. Donc voilà. Donc on a 86% quand même c'est pas mal. De spectateurs qui ont effectivement un document unique. Alors, je vais rebondir. Je vois qu'il y a une question sur l'effectif. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est un salarié. C'est à partir du moment où vous embauchez une personne, un salarié, le document unique doit exister. Peu importe votre métier, que ce soit donc un métier de bureau ou des métiers techniques qui apportent donc des risques donc détectés. Par rapport donc à cette existence donc, du document unique depuis 21 ans, aujourd'hui, la loi santé au travail, on est donc dans une évolution. Il y a des changements, mais le fond reste identique. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, au niveau du document unique, on va se retrouver dans une situation d'exigence et d'obligation. C'est décomposé de cette manière, en fait, c'est par rapport au nombre de salariés dans une entreprise. Donc, pour les sociétés de plus de 50 salariés, il va y avoir une obligation donc, de faire une liste détaillée des actions à mener, alors que ce soit donc, des actions d'information, ça peut être des actions qui nécessitent des investissements, ce sont des actions qui vont être, il va y avoir une obligation donc, de l'écrire, de le formaliser, et on va le voir après, il y a aussi une diffusion qui va arriver donc, pour l'ensemble des sociétés pour que ça soit mis en ligne. Je vais vous en reparler après. Aujourd'hui, donc, l'idée, c'est d'identifier donc, tous les risques, en tout cas pour les sociétés de plus de 50 salariés, et d'inscrire dans ce document les actions qui seront, je suppose, à terme, vérifiées par des organismes différents, comme l'inspection du travail, les organismes type CARSAT ou CRAMIF. Aujourd'hui, donc, pour les plus de 50 salariés, vous avez donc cette action donc, de créer un plan d'action où il faudra donc le faire, l'appliquer et montrer quelle est la dynamique sur ce plan d'action. Pour les sociétés de moins de 50, on est comment dire, dans une situation équivalente à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire on doit faire un plan d'action qui restera donc, au niveau donc, de la société et donc de l'indiquer donc, de manière classique. Donc d'identifier des risques, de mettre les solutions en face pour protéger les salariés et donc améliorer donc, la prévention au niveau d'une entreprise. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, donc c'est la partie où on retrouve le moins le document unique, il y a aussi cette obligation donc, de faire le document unique, comme on disait, à partir d'un salarié. Par contre, au niveau donc, de la mise à jour sera faite uniquement si on constate une évolution au niveau des risques de l'entreprise. Cette évolution, ça sera soit par le biais de la fiche d'entreprise que nous devons donc maintenant faire tous les 4 ans. Tous les 4 ans, 4 jours. Voilà, donc en mise à jour, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Une information interne, soit d'un salarié, soit malheureusement, si un accident arrive et que ça n'a pas été constaté, les sociétés de moins de 11 salariés devront faire une mise à jour de ce document. Oui, c'est juste à différencier de la mise à jour annuelle qui était obligatoire aujourd'hui. Donc, c'est un peu plus light de ce côté-là pour ces entreprises. Ou si un process change aussi. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier, ça, parce que parfois, chez les moins de 11, ils changent de technique de travail et à ce moment-là, il faut remettre le document à jour également. On a une question, le Covid constitue-t-il un risque, la Covid? Oui, alors la Covid, de toute façon, donc, depuis de septembre 2020, est intégrée au tableau donc, des risques biologiques. Des risques biologiques, pardon. Et donc, il est en tant que catégorie 3 de mémoire. Et effectivement, il est considéré à l'heure d'aujourd'hui comme une maladie, comme la grippe, comme une gastroentérite, etc. Bon, c'est quelque chose qui est encore dans l'actualité, mais dans le document unique, il doit apparaître à ce niveau-là. Donc, pour revenir, pour récapituler par rapport aux obligations, donc, moins de 11, donc une mise à jour lors d'une évolution interne au niveau de l'entreprise.
Et de 12 jusqu'à plus, c'est la mise à jour donc, du document unique. Et plus de 50, donc, comment dire, le côté action détaillée à mettre en place. Au niveau de ce document unique, vous l'avez compris, il y a différents niveaux. Maintenant, il y a des obligations, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, de diffusion. Alors d'aujourd'hui, une plateforme numérique devrait apparaître courant octobre, aux dernières informations. Toutes les sociétés devront mettre en ligne leurs documents uniques afin qu'ils soient consultés de l'extérieur. Alors, il y a une tranche d'applications. Je ne sais pas si tu voulais dire, mais enfin, on est sur les plus de 150 pour le coup, là, sur la première séquence qui va intervenir. Tout à fait. Pour la mise en ligne. Voilà, pour la mise en ligne, et les moins de 150, ça sera un an plus tard qu'elles auront. Tout à fait. Alors, en fait, les dates par rapport à cette mise en ligne, 150, c'est jusqu'au 1er juillet 2023. Pour les sociétés de plus de 150 salariés pour le temps de mettre en ligne quand la plateforme sera disponible, et 1er janvier 2024 pour toutes les autres sociétés en dessous de 150 salariés. Donc cette plateforme sera, il y aura une annonce, il y aura une diffusion dès qu'elle sera mise en œuvre, et comme je viens de le dire, octobre est en principe la date où cette plateforme devrait être opérationnelle. Donc il y a quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas compris le changement pour le document unique pour les plus de 50. Alors, pour les sociétés de plus de 50 salariés, il va y avoir une obligation de mettre en place un plan d'action très détaillé, avec des délais, donc un calendrier sur les actions, les sommes éventuellement à investir si effectivement il a été détecté qu'il y ait nécessité d'investissement, et de planifier vraiment toutes les actions, et il y a une obligation d'action en fait. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de documents uniques au niveau de l'action n'en comportent pas. Peu importe la taille de l'entreprise. Pour les grosses structures, les groupes, en général, vous trouvez effectivement des plans d'action, parce qu'ils ont déjà cette culture. On va dire que pour les petites structures et les structures, on va dire 50, 100 salariés, il n'y a pas forcément un plan d'action systématique. Voilà, là, c'est vraiment la systématisation. En fait, je le disais tout à l'heure, hein, le législateur est parti... les partenaires sociaux ont vraiment insisté sur la mise en action. Ce qui les intéresse, c'est qu'il se passe des choses. Comme tu le disais à juste titre, dans le meilleur des cas, dans beaucoup d'entreprises, on voyait des embryons d'action un peu génériques dans lesquels, en fait, il ne se passe rien. Ils disaient, on a fait des choses, c'est-à-dire on a tel équipement, ok, je maîtrise plus ou moins mon risque en disant, voilà, j'ai mis tels équipements ou j'ai fait telle sensibilisation. Là, c'est vraiment un plan, donc à minima annuel, avec des échéances, avec le budget, avec des responsables. Et donc, c'est un plan qui est réalisé systématiquement avec des indicateurs de mise en place de l'action. C'est quand même un peu plus détaillé. L'échéancier et le financement qui sont quand même nouveaux, dont on parle maintenant réellement. Il faut en parler. Et une mise à jour annuelle. Et à minima une mise à jour annuelle, parce que c'est comme pour les petites entreprises où dès qu'il y a un événement majeur, un changement d'organisation, de processus de fabrication, par exemple, ce genre de choses-là, voilà, il y a une révision du document qui doit être faite. On nous demande si le plan d'action détaillé est nommé Pramact. Bonne question. Alors, ce qui est sûr que pour les très grosses, c'est mensuel la mise à jour même. Oui, mais ça c'est la bonne. Alors, c'est la bonne pratique, ça. Effectivement, donc on peut penser qu'il y a une mise à jour mensuelle. En fait, dans l'idée, et j'allais juste en parler après, c'est que aujourd'hui, lorsque vous avez un CSE, parce que le CSE est aussi impliqué au niveau du document unique, c'est qu'aujourd'hui, il doit y avoir une consultation du CSE, une présentation du document unique au CSE, et les membres du CSE doivent intervenir. Et de ce fait, lors donc, des réunions CSE et CSSCT, à l'ordre du jour, doit apparaître au moins une information sur le document unique, voir s'il y a une évolution ou pas. Bien entendu, s'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas eu d'action ou quoi que ce soit de remarquable, la réponse sera vite faite. Par contre, s'il y a une évolution, ça nécessitera la mise à jour du document unique et l'intervention donc, de l'action, du CSE pour une enquête, etc. Je reviens aussi sur le CSE. Dans le cas où vous avez un CSE qui est présent dans votre entreprise, le CSE, aujourd'hui, est donc concerné par le document unique. Il n'est plus consulté, mais peut intervenir et il doit se servir du document unique pour rédiger son rapport annuel.
Donc, c'est un point ça, c'est une nouveauté. C'est pour ça qu'au niveau donc, des membres des CSE, il faut savoir qu'il y a des formations qui sont prévues par des organismes afin de les former au premier niveau sur tout ce qui est prévention d'entreprise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, au niveau donc, du document unique. Alors, il y a aussi une obligation de conservation du document. Aujourd'hui, vous avez une obligation de conserver, vous, localement, 40 ans, le document unique, avec ses versions précédentes. Donc, je rappelle que lorsqu'on fait une mise à jour d'un document unique, on doit conserver l'ancienne version et non pas écraser l'ancienne version. Vous devez avoir une traçabilité sur les actions que vous avez pu mener. Et vous avez donc une obligation de conservation de 40 ans. À l'heure d'aujourd'hui, la plateforme numérique n'étant pas encore ouverte, il est bien entendu que c'est une conservation que vous avez, vous, en local. Quand la plateforme numérique sera ouverte, il y aura une double conservation. En local au niveau des entreprises et numérique sur cette fameuse plateforme que je voulais évoquer. Voilà au niveau donc, du document unique, les différentes évolutions. Pour les moins de 11, on avait aussi une question pour les moins de 11 salariés. Je reviens juste sur l'intention du législateur et les partenaires sociaux. On le voit on le verra sur l'offre de service, mais les services de santé au travail sont attendus sur cet accompagnement-là. Hein, donc vous n'êtes pas seul, notamment pour les petites entreprises. La volonté, c'est de faire progresser drastiquement cette culture de prévention autour de l'outil document unique. Parce que là, on a des très bons taux de réponse sur les gens et sur les entreprises qui ont des documents uniques, mais en simplifiant, on est autour de la moitié des entreprises qui n'ont toujours pas de document unique aujourd'hui d'évaluation des risques. Donc ça, ils veulent faire augmenter drastiquement ça. Et le fait de le loger dans une plateforme nationale, évidemment, il y a un but de contrôle. Hein. Voilà. Oui. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, comme les actions ne sont pas forcément menées en interne, automatiquement, le fait qu'il y ait une plateforme et une possibilité de contrôle, je rejoins Thibault, il y aura forcément un contrôle sur les actions menées pour vérifier que ça soit bien fait. On a une question, qui pourra consulter les DU sur la plateforme? Alors, inspection du travail, les CARSAT et donc la sécurité sociale au sens large. Maintenant, je ne sais pas, il a été dit, mais je pense que ça fera l'objet d'un décret que nous, services de santé, on aurait un accès. Mais... Alors, si on voulait être logique, mais ça c'est de la pure spéculation, il devrait nous permettre d'avoir l'accès à cette plateforme puisqu'il y a une obligation de la part de ces entreprises de le communiquer à leurs services. Parce qu'évidemment, on devrait être les premiers dépositaires au service de santé travail. En toute logique. Mais là, c'est de la spéculation puisqu'on attend les éléments descriptifs de la plateforme et c'est encore trop peu. Tout à fait. Et donc, apparemment, il y a des questions. Alors, il y a pas mal de questions. Donc, y a-t-il une obligation de mise en ligne pour les structures de moins de 10 salariés? Oui, la mise en ligne, ça sera pour toutes les entreprises. La seule chose à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une échéance pour pouvoir, je dirais, ne pas avoir un encombrement au niveau de la plateforme. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, donc c'est à partir de quand la plateforme sera opérationnelle, toutes les sociétés de plus de 150 salariés devront le mettre en ligne à partir du 1er juillet de l'année prochaine, et les autres, moins de 150, au 1er janvier 2024. Pour les moins de 50, mise à jour annuelle. Tout à fait. Donc ça, on a vu. Il n'y a que les moins de 11 qui n'ont pas de mise à jour annuelle. Voilà. À quel moment réaliser la diffusion du document unique? Risque de la non-diffusion dans les délais? Alors là, l'information, je pense que de toute façon, toute cette partie-là va être déclinée et informée. On va avoir des informations complémentaires quand la plateforme sera opérationnelle. À l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, le document unique est déjà de toute façon obligatoire et vous devez déjà l'avoir en support. Donc à partir de là, je pense qu'il y aura une information qui sera communiquée ultérieurement pour préciser effectivement ce délai. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la mise à jour en entreprise est faite de manière aléatoire au niveau des dates. Les sociétés le font au mois de juillet, d'autres au mois de janvier, etc. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se caler au niveau de calendrier pour que tout le monde soit au même niveau. Après, le risque sur le DURP, on est d'abord plutôt sur la non-application, donc la non-existence du risque. C'est d'abord ça qu'il faut regarder. Ça, c'est le premier sujet sur le législateur. Donc là, c'est potentiellement la faute inexcusable. Enfin, c'est tout ce volet-là qui peut être vu. Il y aura peut-être une prévision de sanctions administratives, et là, ce n'est pas forcément le plus important de mon point de vue. Et la deuxième chose, ce que va regarder
parce que ça passe après sur le tribunal, sur le contentieux. C'est quand il arrive un incident et qu'on est mis à défaut. Et là, c'est vraiment, certes, l'évaluation, mais surtout la qualité de la mise en place des actions. Il ne faut pas l'oublier, on a attendu un juge qui va regarder, c'est finalement pas tant l'exhaustivité potentielle d'un document unique, plutôt que de la pertinence et de la vraie intention de mettre en place des actions visant à l'amélioration de la prévention des risques probants. C'est pour ça qu'au niveau du document unique, à l'heure actuelle, à supposer que vous ayez ce document et que vous mettez en place, donc pour les plus de 50, ce plan d'action, il faut vraiment évaluer le plan d'action pour que les premières actions soient celles qui sont réalisables, quantifiables et les hiérarchiser en termes d'importance pour ne pas se consacrer à quelque chose qui n'est pas forcément urgent, parce que c'est quelque chose déjà de maîtrisé, mais vraiment s'orienter sur quelque chose qui nécessite une amélioration et vraiment quelque chose donc, de sécurisé au niveau des salariés. Donc après, on a eu quelques questions sur l'accompagnement par les SPST pour réaliser le document unique, donc vous avez un peu répondu. Et puis, est-ce qu'il existe des modèles? Donc, je crois que… Alors, là, c'est un avis personnel, mais à l'heure d'aujourd'hui, le document unique n'a pas de forme. On n'a pas de document spécifique formaté. Vous pouvez, c'est fortement déconseillé, utiliser une feuille de papier et un crayon papier pour faire votre document unique. Bien entendu, c'est un exemple exagéré, il ne faut pas en tenir compte. Néanmoins, ça existe. Après, dans l'idée, vous avez donc des services de santé qui peuvent vous le fournir parce qu'ils ont mis en place un format Excel. Vous avez des logiciels qui sont prévus pour les plus grosses entreprises. Il y a différents formats. Le plus important au niveau donc, du document unique, c'est que quel que soit son format, il y a bien les indicateurs, la bonne évaluation des risques à l'intérieur, qui est bien des notes, qui est bien donc l'évaluation du risque avec le danger et comment dire la récurrence ou pas hein, donc de ces risques et les actions. Vous pouvez consulter vos services de santé et je pense qu'ils seront à même de vous donner cette information, que les techniciens, HSE, etc. C'est dans notre mission d'accompagner et donc dans le texte, c'est aussi important. On a, je rappelle, je dévoile un peu, mais c'est pas grave, du coup, on y va comme ça. On a l'obligation de faire une évaluation des risques au travers de la fiche d'entreprise, notamment pour les nouvelles entreprises qui rentrent, qui adhèrent chez nous. Le législateur a prévu que cet accompagnement-là et que le livrable fiche d'entreprise soit la base, c'est bien potentiel du document unique d'évaluation des risques. Donc, quelque part, pas d'inquiétude à avoir. C'est dès lors que vous êtes pris en charge par un service santé au travail, ça fait partie de nos missions de vous accompagner. Et si vous êtes une entreprise, notamment une petite entreprise, évidemment, ce qu'on réalise avec vous comme évaluation pourra, sous réserve que vous validiez et que vous d'ailleurs soyez partie prenante du plan d'action, parce que c'est les entreprises qui sont partie prenante et qui décident des actions, ça pourra servir de base à votre début. Donc voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, on a une question. Les nouvelles obligations incombant au SPST vont-elles impliquer une augmentation des tarifs? Serez-vous amené à facturer des prestations complémentaires, comme par exemple le document unique? Tout est possible. Alors, ça dépend à quel stade on se positionne. Le document unique n'est pas de la responsabilité du service de santé au travail, déjà. Le document unique n'est pas de la responsabilité. Si on est sur l'accompagnement que je citais tout à l'heure, évidemment, ça fait partie de la cotisation, ça fait partie de l'offre socle. Vous accompagnez au travers de la fiche d'entreprise et de cette évaluation-là, on est typiquement dans la cotisation groupée. Potentiellement, peut-être sur des structures beaucoup plus importantes où il y aurait un travail qui va bien au-delà de l'évaluation qu'on fait habituellement, ce pourrait faire l'objet d'une mission complémentaire et qui là ferait l'objet non pas d'une facturation au démarrage, mais en tout cas d'un devis, de vous dire, ben voilà, ça va prendre X jours, avec un taux jour de temps. Si vous l'acceptez, nous vous accompagnons là-dessus. Voilà. C'est valable pour le DURP, c'est valable pour un certain nombre de choses qu'on verra tout à l'heure. Et évidemment, parce qu'on a plusieurs questions, votre service de santé au travail est là pour vous accompagner dans la mise en place du plan d'action, dans la mise en place du document unique. Voilà. Donc voilà pour la partie document unique. Donc il faut bien retenir cette grille au niveau du nombre de salariés. Plus de 50, l'obligation d'action. 50 jusqu'à 11,
d'avoir le document unique comme il est fait à l'heure actuelle et un plan d'action qui restera donc interne. Les moins de 11, c'est l'absence d'obligation de faire une mise à jour annuelle, sauf évolution. Et pour répondre à une des questions tout à l'heure, où on parlait donc des 4 ans que nous avons évoqués, les 4 ans, c'est par rapport à l'obligation de la fiche d'entreprise, qui est un document complémentaire que nous rédigeons et qui est comment dire, les prémices, les bases donc des risques présents dans l'entreprise et complété par une partie administrative. Ça veut dire que si on est en logique, il y a forcément un effet miroir ou écho entre la fiche d'entreprise et le DURP. S'il n'y a pas d'obligation aujourd'hui de mise à jour périodique pour ces petites entreprises, le fait que nous, on ait une obligation de mettre à jour ces fiches d'entreprise fait que, de fait, ça devrait avoir une incidence sur votre DURP. Ça serait l'occasion, en tout cas, de mettre à minima à jour tous les 4 ans le DURP. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la fiche d'entreprise pour nos spectateurs qui nous l'ont demandé? Alors, la fiche d'entreprise est un document obligatoire qui auparavant devait être réalisé par le médecin du travail, mais qui depuis quelques années est réalisé par un membre de l'équipe du service de santé au travail et qui doit être faite autant que possible dans la première année d'adhésion, si c'est possible. Pour faire simple, on parle de la même chose dans la fiche d'entreprise et dans le document unique. La seule chose, c'est la responsabilité des personnes qui doivent agir. La fiche d'entreprise est une évaluation des risques la responsabilité est celle du service de santé au travail, alors que le DURP, la responsabilité, c'est celle de l'entreprise. Maintenant, on parle de la même chose, c'est une évaluation des risques avec des préconisations d'action. Alors nous, on va préconiser des actions, alors que l'entreprise, elle va réaliser, elle va s'auto-proposer peut-être, mais elle doit être dans l'action. Alors, il y a une petite, je pense, incompréhension. Le plan d'action doit être détaché du document unique et aujourd'hui, nous avons une case plan d'action sur notre document unique, point d'interrogation. Ça dépend de la taille. Alors, il y a une distinction sur la taille, notamment tout le monde, pour repréciser très clair, tout le monde est poussé vers l'action, quelle que soit la taille. C'est ça. La taille de l'entreprise, le segment de plus de 50, c'est ça, oblige à avoir un plan d'action très détaillé, c'est-à-dire avec les moyens, les ressources, les délais, les échéances. Pour les petites, ce n'est pas le cas. Pour les moins de 10 ou moins de 11, ce n'est pas ça. Par contre, il y a une liste d'actions qui, elle, peut être contenue dans le document unique. C'est le détail des actions qui sont prévues. C'est un peu moins exigeant sur la formalisation du plan d'action et sur les moyens associés. De toute façon, au niveau d'un document unique, il faut juste se dire aujourd'hui, peu importe la taille de l'entreprise, qu'il faut s'en servir comme un guide. Et le fait de mettre donc, sur la prévention et sur les interventions, donc, sur la sécurité en entreprise, et de mettre dans les actions des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui sont nécessaires. Un exemple tout simple et très basique, une société où les chaussures de sécurité sont obligatoires et qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens sont en basket, l'action, c'est de mettre des chaussures de sécurité. Voilà. Et ainsi de suite au niveau de l'évolution. Et donc, les actions, peu importe la taille, il faut vraiment que les actions soient indiquées, présentes et réfléchies. Avec des dates butoirs. Complètement. Oui, les échéances. On a vu des questions sur mise à jour tous les 4 ans. Oui, le texte prévoit une mise à jour tous les 4 ans. Après, il y a les modalités de mise à jour. Après, c'est une cible. Il faudra voir dans quelle mesure nous atteindrons en termes de performance les 100% de mise à jour. C'est un vrai enjeu pour les services, puisque nous avons quand même du mal à la base avec les ressources actuelles et donc rapport cotisation ressources, parce que c'est une autre question que j'ai vu passer, à remplir cette obligation-là. La cible pour nous, c'est de s'approcher de cette mise à jour tous les 4 ans. Donc, on est en train de réfléchir aux ressources et humaines et techniques et technologiques pour aller dans le sens de cette obligation qui nous est imposée. Alors, effectivement, pour ce qui concerne la fiche d'entreprise, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service de santé au travail. Et donc, il y a une question, une dernière avant de continuer. On indique aussi l'obligation du dépôt dématérialisé. Cela concerne les entreprises de moins de 150 à partir de quand? Juillet 2023. Je ne sais pas si c'est janvier ou juillet 2024 d'ailleurs. Je crois que c'était 2024. Mais c'est 2024 en tout cas pour les plus petites. Ça, c'est sûr. Pour les plus petites de moins de 150, la dernière information qui est à notre disposition, c'est le 1er janvier 2024. Maintenant, de toute façon, je pense qu'il y aura une communication nationale sur la plateforme numérique, vu que c'est une plateforme interprofessionnelle et nationale.
Donc, il y aura un ajustement à faire au niveau des dates, je pense, dans le futur, une fois qu'elle sera opérationnelle. De toute façon, l'inquiétude, ce n'est pas tant la mise en ligne, parce que ça ne sera pas très compliqué, ça sera sans doute du PDF à mettre à disposition, au moins dans un premier temps. Ce qui est sûr, c'est que l'inquiétude, c'est d'avoir déjà votre document unique. Voilà, c'est complètement. Le reste. Alors là, il y a juste pour être clair, quand on dit 50 ou plus de 150, on raisonne en termes d'effectifs par établissement ou dans l'entreprise complète. Alors, tout dépend. Alors là, je vais répondre par logique. Tout dépend comment vous êtes enregistré en termes d'entreprise. Si par exemple, vous avez des filiales avec une adresse bien particulière, automatiquement, la logique voudrait qu'elle soit indépendante. Donc, considérée comme une entité de 10, 20, 30, 40, 50. Comme c'est le cas aujourd'hui, où le document unique doit être réalisé par site et donc par nombre de salariés présents sur ce site. Donc, on peut supposer que cette diffusion en ligne ira dans ce sens. Mais là, ce ne sont que des suppositions. De toute façon, on refera une table ronde. Mais une fois de plus, on fera une mise à jour. On fera une mise à jour. Tout le monde va y passer assez rapidement. Voilà. Donc, si vous avez les 86% qui ont répondu, si vous avez votre document unique, ce n'est pas la plateforme qui est une vraie contrainte aujourd'hui. Voilà. Maintenant, pour ma part, je vais faire juste un commentaire par rapport à cette situation, cette évolution. L'essentiel, c'est quand même la prévention, les actions à mener et de protéger les salariés. Après, effectivement, on parle de documents, on parle de documents administratifs, mais là, quand même, la première chose à mettre en place, c'est quand même cette protection des salariés pour éviter qu'il leur arrive quelque chose et d'avoir une prévention primaire. Le document unique ne devrait être qu'une formalisation de ce qui est fait, en fait. Et ce qu'il faut surtout dire, c'est que c'est quelque chose de vivant et qui doit être mis à jour à chaque fois qu'il y a une évolution ou un autre process qui apparaît. Il faut en parler, il faut voir si on a tout mis en place pour la prévention, de façon à rester dans la prévention primaire. Alors justement, en parlant des salariés, qu'est-ce qui va changer dans les salariés avec cette nouvelle loi et en quoi l'employeur est concerné ? Alors, dans un premier temps, c'est dans le cadre des visites. Alors, ça va être assez simple. C'est surtout les échéances qui ont un petit peu changé pour certaines visites, les intitulés et l'apparition de nouvelles visites. Alors, la visite de reprise, qui est celle qui est faite lors d'un arrêt maladie ou d'un accident de travail professionnel ou non, c'est de voir l'état de santé s'il est compatible avec le poste de travail. Ce qui change dans cette loi, dans ce décret, c'est que c'est pour les arrêts maladie non professionnels, la visite de reprise n'a lieu qu'après 60 jours d'arrêt. Voilà, contrairement aux 30 jours précédents, mais qui reste toujours d'actualité pour les accidents de travail et les maladies professionnelles. Ça, c'est la première chose. Pour la visite de pré-reprise, qui est celle qui est faite lorsqu'un salarié est en arrêt de travail, cette visite de pré-reprise est faite soit à la demande du salarié, soit à la demande du médecin traitant ou du médecin conseil. Cette visite de pré-reprise avait lieu en général au bout de 3 mois d'arrêt. Dorénavant, elle a lieu au bout de 30 jours. C'est-à-dire qu'un salarié arrêté pendant 30 jours peut bénéficier d'une visite de pré-reprise. C'est très intéressant parce que ça ira tout à l'heure et ça sera en rapport avec la désinsertion professionnelle. La troisième visite qui est importante aujourd'hui, c'est celle de la surveillance post-exposition ou post-professionnelle. C'est-à-dire, il y aura une visite obligatoire. L'employeur doit informer son salarié exposé à un risque qu'il soit déclaré en CIR ou ayant été antérieurement exposé à des risques importants du style amiante, plomb qui étaient nommés par décret, devra bénéficier de cette visite à la fin de son exposition ou avant son départ à la retraite. Dans le délai d'1 mois avant sa retraite ou d'1 mois avant la cessation de l'activité, s'il le sait, l'employeur doit se rapprocher du service de santé au travail ainsi que du salarié pour l'informer de ses droits sur cette visite. Il y aura certainement des questionnaires, il y aura certainement des données qui devront être transmises également au service de santé au travail, dont notamment les risques cités dans le DURP, dont le médecin du travail devra être informé afin de faire le suivi de ce salarié et également de mettre en place son suivi post-exposition, éventuellement. C'est intéressant juste de faire le lien entre la traçabilité qui est exigée sur une conservation d'un document unique d'évaluation des risques pendant 40 ans
et ce dispositif Exactement. de suivi post-professionnel. Sans compter qu'en plus, par rapport aux visites au niveau du salarié, il y a cette conservation du document unique sur 40 ans permettra à des salariés qui ont quitté l'entreprise de pouvoir réclamer sur des entreprises passées où ils ont travaillé un extrait du document unique, éventuellement sur l'unité de travail où ils étaient acteurs, hein, pas forcément la totalité, pour prendre en compte sur toute leur carrière les risques auxquels ils ont été exposés. C'est pour ça qu'il est très important dans le document unique aussi de faire un état des lieux par unité de travail. Et on ne le rappelle pas assez, ce n'est pas forcément un document unique qui concerne toute une entreprise de 1000 personnes, mais les unités, il doit y avoir des représentants de chaque unité de travail pour voir exactement ce qu'ils font et quel est le plan d'action qu'on mettra en place et quel est le suivi post-exposition ou même pendant l'exposition. Voilà. Ça, c'est une nouveauté, effectivement, simplement pour revenir sur la visite de pré-reprise, qui la demande alors, au bout de 30 jours, est-ce que l'employeur peut la demander pour un salarié? L'employeur ne peut pas la demander directement, mais on en parlera tout à l'heure quand on va parler du rendez-vous de liaison. Parce que là, l'employeur doit informer de la possibilité de la visite de pré-reprise, mais il ne peut pas la demander lui-même. C'est le salarié ou un médecin traitant, médecin conseil ou médecin du travail, s'il connaît bien son salarié, il lui conseille de revenir en pré-reprise, sachant qu'il a été en arrêt assez long. On est en suspension du contrat de travail. Hein. Voilà. Donc à ce moment-là, il peut proposer, il peut conseiller. Il peut conseiller. Mais il ne peut pas l'organiser de fait. Voilà. Il n'organise pas de fait, exactement. Alors, pour la visite post-exposition, effectivement, c'est applicable immédiatement et même pour les salariés exposés auparavant, hein, voilà, pour les délais. Alors que la visite de reprise, le changement de la visite de reprise, les dates commencent à partir du 31 mars, en fait du 1er avril. Voilà. La visite de pré-reprise, elle était déjà connue de toute façon. Hein. On savait que... Mais aujourd'hui, on sait qu'elle doit être proposée par l'employeur également. Voilà. Alors, pour la visite de post-exposition, il y aura des questionnaires et des collectes de données qui devront être remises par l'employeur au service de santé au travail également. Alors, on peut parler un petit peu du passeport de prévention à ce moment-là, puisqu'il y a un passeport de prévention qui devrait suivre le salarié tout au long de sa vie professionnelle, mais nous n'en connaissons pas du tout les modalités encore aujourd'hui. Le principe, c'est la conservation, c'est une nouvelle fois de plus la traçabilité des informations, des formations qui ont pu être délivrées à l'entreprise. Donc, il y a un objectif de supervision, de contrôle, éventuellement d'établir des responsabilités en cas de santé. Hein. Oui. Et notamment avec tout ce qui s'est passé après l'amiante, après le plomb, donc il y aura certainement d'autres... On espère, alors c'est vrai que c'est du coup un dispositif numérique qui est prévu, l'espace prévention. On espère que les services de santé au travail que nous sommes et que nous représentons seront à même d'accompagner notamment les plus petites entreprises sur cette obligation. On a bon espoir qu'avec les outils que nous sommes en train de prévoir, on puisse vous accompagner. Alors, effectivement, cette visite de surveillance post-exposition n'a rien à voir avec la visite de mi-carrière. Absolument pas, rien du tout. Justement, j'allais aborder la visite de mi-carrière. Cette visite de mi-carrière doit avoir lieu l'année civile des 45 ans du salarié. Pour tout type de contrat, c'est très important que ce soit des CDD, des CDI. L'année civile des 45 ans, la visite de mi-carrière est déjà normalement, pas obligatoire, déjà mise en place depuis la loi du 2 août en fait. Dans notre service, on est en train de la mettre en place, mais c'est sûr que ça demande aussi un petit peu d'énergie pour tout mettre en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des accords de branche professionnelles qui vont pouvoir discuter entre elles et appliquer cette périodicité différemment. Par exemple, dans la restauration, où on commence très tôt à travailler, on pourra peut-être mettre cette visite de mi-carrière plutôt que les 45 ans. Mais normalement, c'est ça. Hein. Elle peut être faite par le médecin du travail ou par l'infirmière. Le médecin peut proposer des mesures individuelles d'aménagement de poste et du temps de travail.
Alors, il doit établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié, et il doit évaluer les risques de la désinsertion professionnelle et de sensibilité des salariés sur les enjeux du vieillissement dans son poste de travail. Voilà pour la visite mi-carrière. Alors après, ce qui est très important, qui va nous faire un passage à la désinsertion, c'est le rendez-vous de liaison. Alors ça, c'est nouveau également. En fait, Thibaut me disait l'autre jour de façon très intéressante, c'est pour que l'employeur et le salarié se parlent. Quand on a parlé tout à l'heure de la visite de pré-reprise, l'objectif de la pré-reprise, c'est quand même de faciliter, de garantir en tout cas les meilleures conditions possibles pour que la personne reviennent en emploi et restent durablement en emploi. Mais on le voit hein, dans la pratique, beaucoup de gens peuvent avoir des craintes par rapport à cette visite-là et ils ne veulent pas forcément partager l'information. Absolument. Or, pour trouver des solutions correctes, en tout cas adaptées de retour à l'emploi, ça ne peut pas se faire que entre le médecin du travail et le salarié. Et à un moment donné, surtout si ce sont des choses un peu conséquentes et qui dépassent le conseil, il faut que l'employeur soit dans la boucle. Parce que c'est quand même lui qui va adapter les conditions de travail. Et le sens de ce rendez-vous de liaison, en fait, quelque part, mais qui n'est pas forcément rédigé comme ça, c'est l'employeur, comme tu le disais, qui doit informer de la possibilité de ce rendez-vous de pré-reprise. Mais ça rappelle surtout, c'était l'intention première des partenaires sociaux, de dire le mieux, c'est quand même que les gens commencent à se parler pour essayer d'abord de trouver les solutions. Et les services de santé au travail sont là pour apporter du soutien technique. Voilà, et notre expertise pour trouver les bonnes solutions. C'était ça qui... Oui, alors le rendez-vous de liaison, si vous avez bien compris, c'est entre l'employeur et les salariés, et le service de santé au travail est associé. Alors, cette visite peut être organisée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sans que la suspension du contrat de travail fasse obstacle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un employeur peut téléphoner à son salarié en lui disant « voilà, je voudrais bien qu'on parle » ou lui envoyer un courrier en lui disant « est-ce qu'on pourrait parler de votre emploi et de votre retour à l'emploi ?» Le salarié n'est pas obligé de se rendre au rendez-vous. Hein. Ce rendez-vous a principalement lieu pour l'informer justement des actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de l'examen de pré-reprise et des mesures individuelles d'adaptation du poste et de son aménagement. Alors, le salarié informé n'est pas tenu de se rendre au rendez-vous, mais l'employeur a le droit de proposer ce rendez-vous au bout de 30 jours d'arrêt dorénavant. Au bout de 30 jours d'arrêt, il constate que le salarié est toujours arrêté, qu'il ne revient pas à son emploi, il peut lui envoyer un courrier en lui proposant ce rendez-vous de liaison, qui a le but justement de l'informer des différents types de visites. Alors, est-ce qu'il y a un rendez-vous de liaison dans le cas de la maternité? Non, c'est une visite de reprise dans la maternité. Hein. C'est une reprise après congé de maternité, dans les 8 jours. On n'a pas touché aux autres visites. Hein. Ni la reprise maladie professionnelle, accident de travail, c'est 30 jours. Et congé de maternité, c'est à la reprise du travail, dans les 8 jours de la reprise du travail, de la même façon. D'accord. Et si lors de la visite de reprise, donc le médecin du travail fait des préconisations pour améliorer le poste ou l'organisation de travail, là, il en parle à l'employeur, c'est ça? Oui, normalement, de toute façon, dès qu'il y a un aménagement de poste, on est censé en parler à l'employeur. D'ailleurs, sur nos feuilles, c'est bien noté qu'on doit avoir un contact avec l'employeur. Pas forcément en lui téléphoner, mettre les préconisations sur la feuille si on n'arrive pas à le voir, mais on doit contacter l'employeur de toute façon, à partir du moment où il y a eu des préconisations d'aménagement ou d'adaptation de poste. On rappelle, l'esprit de la loi, c'est un travail d'équipe qui est nécessaire pour arriver à trouver les bonnes solutions. C'est aussi ce qui est impulsé par cette loi du 2 août. La visite de liaison, elle est possible depuis le 1er avril, donc tout à fait. C'est ça le rendez-vous de liaison. Alors, ce n'est pas une visite, c'est un rendez-vous de liaison. Voilà, c'est un rendez-vous de liaison. Voilà. Et on nous demande s'il faut envoyer un courrier recommandé pour proposer. Alors ça, je ne connais pas les modalités. À titre personnel, en tout cas, et d'employeur, j'aurais tendance à dire que c'est un peu violent d'envoyer un recommandé pour proposer un rendez-vous. Il faut faire la différence et la distinction entre des obligations et vouloir s'assurer qu'on est rempli des obligations plutôt que se dire, avec bienveillance, on fait de notre mieux pour arriver à trouver des solutions. Je trouve que le recommandé et le respect juste purement juridique d'une obligation amène des fois à des choses très contre-productives. Si c'est précisé dans la loi. Je ne pense pas que ça soit précisé dans la loi. Et je pense qu'il est souhaitable que ça ne soit pas précisé. Non, je pense aussi. Et est-ce que pour un rendez-vous de liaison, on nous demande si le salarié peut se déplacer s'il est en arrêt?
S'il a des autorisations de sortie. S'il a des autorisations de sortie, a priori. Maintenant, on peut aussi tout faire à distance. Et on peut faire à distance. Mais c'est vrai que l'idée, c'est le dialogue, en fait. C'est vraiment nécessaire. Et on voit en santé au travail ou dans les entreprises beaucoup de gens qui ne se parlent pas. C'est le dialogue, absolument. Et il faut qu'ils s'habituent aussi à se parler. En fait, l'employeur n'avait aucune solution pendant l'arrêt, parce que c'est suspension du contrat de travail. Donc finalement, je pense que ce rendez-vous a été créé pour essayer d'avoir un contact et de décloisonner toujours pour que les gens se parlent. Et je pense aussi éventuellement anticiper des aménagements, comme vous Tout à l'avez fait. dit, et de dire, voilà, s'il y a besoin d'un ergonome ou d'une intervention, exactement, de préparer le retour au travail. Le plus tôt le retour se fait, le plus, c'est plus intéressant pour toutes les parties. Parce que, à la fois pour la sécurité sociale, premièrement, ça va nous... pour l'entreprise aussi, parce que la ressource, c'est qu'elle n'est pas là, mais aussi pour le salarié, parce que les arrêts longs, on le sait par expérience, plus un arrêt est long, plus le retour en poste est compliqué et qu'il y a des dispositifs qui permettent de revenir soit de manière progressive, en tout cas en adaptant. De toute façon, on utilise énormément le temps partiel pour le retour à l'emploi. Alors, je dirais que maintenant, dans le cadre de la lutte contre la désinsertion professionnelle, quels moyens? Moi, je dirais qu'il y a quelques outils qui sont apparus, en fait, qui existaient peut-être déjà avant, mais qui ont été un peu aménagés. Alors, je pense qu'il n'y a pas de nouveauté complète. Alors, il y a l'essai encadré. C'est un dispositif qui permet au salarié, sur sa demande, d'apprécier pendant son arrêt de travail la compatibilité de son poste de travail avec son état de santé au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise. Alors, ce dispositif peut être actionné quelle que soit la durée de l'arrêt de travail. Sa mise en œuvre est subordonnée à une évaluation globale de la situation par la CARSAT ou la CPAM avec l'accord du médecin conseil. En fait, il faut aller vers le médecin conseil. Alors, c'est souvent sur demande des cellules de prévention de la désinsertion ou d'une assistante sociale ou d'un médecin traitant ou du médecin du travail qui dit écoutez, on va voir si vous pouvez reprendre en essai encadré. Alors, il dure 14 jours en général et il peut être renouvelé jusqu'à 28 jours. Le paiement se fait, c'est pour ça qu'il faut l'accord de la sécurité sociale, c'est considéré comme des indemnités journalières de sécurité sociale. Mais il faut donc aller vers le médecin conseil d'abord pour voir si c'est possible, s'il accepte que l'essai encadré. Et justement, il faut que tout le monde se parle, que l'employeur soit évidemment au courant, parce qu'il peut dire non, moi ça ne m'intéresse pas d'avoir un essai encadré avec quelqu'un qui est payé par la sécurité sociale. Mais c'est un outil qui peut être utilisé. Donc, en fait, pardon, mais là effectivement, on parle donc des nouveaux outils mis en place pour lutter contre la désinsertion professionnelle. Donc ça, c'est des outils qui sont à disposition des employeurs et des salariés. Là, l'essai encadré, c'est pour évaluer effectivement la compatibilité du poste de travail avec l'état de santé du salarié. Et il y a d'autres outils. Oui, il y a d'autres outils. Il y a l'extension de la convention de rééducation professionnelle en entreprise qui s'appelle le CRPE, qui était avant uniquement pour les travailleurs aux salariés handicapés et les gens mis inaptes. Et aujourd'hui, il est élargi aux salariés handicapés ou non déclarés inaptes ou pour lesquels, lors de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail a identifié un risque d'inaptitude. C'est-à-dire que ça ne concerne plus qu'une catégorie, mais c'est ouvert pratiquement à tous ceux qui ont des maladies, ce CRPE. La convention est conclue entre l'employeur et le salarié et la caisse d'assurance maladie. C'est une convention qui doit être rédigée entre les trois. La durée maximale ne peut excéder 18 mois. Elle est fixe et elle tenant en compte le cas échéant de la durée de l'arrêt de travail qui l'a précédé. C'est entre 3 et 18 mois. Alors, la convention indique la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé par l'employeur et des indemnités journalières. C'est une cuisine un petit peu entre la sécurité sociale et l'employeur. Oui, puis il y a le décloisonnement aussi. Le décloisonnement, voilà, encore. Partout, parce que si ces gens-là ne communiquent pas des informations, en fait, ça n'existe pas. Alors, le CRPE peut avoir lieu dans l'entreprise ou dans une autre entreprise et il fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, de toute façon, avec l'employeur. Et ce dispositif peut s'appliquer aux arrêts en cours, le 31 mars. De la même façon, et la dernière des choses qui en fait existait déjà, c'était sa fameuse formation, c'est le projet de transition professionnelle qui est à mobiliser par le salarié sur son compte personnel de formation.
Donc, le décret a élargi la levée de l'ancienneté aux salariés qui ont été en arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou non, quelle que soit la nature du contrat de travail. C'est-à-dire qu'il peut mobiliser son compte formation après un arrêt maladie, qu'il soit un accident de travail ou pas. D'accord. Donc, ces différents outils, en fait, sont à l'initiative du salarié, en général. Oui, le salarié, oui, c'est lui qui doit se mobiliser, il peut en parler, mais il peut être proposé par une cellule de prévention, ou lors des visites de pré-reprise, par le médecin conseil, par le médecin traitant, ça peut être proposé, mais c'est le salarié qui décide, qui fait cette demande. Voilà. D'accord. Mais il faut l'informer. Et justement, le rendez-vous de liaison sert aussi à ça. Natacha, je ne sais pas en termes de timing. Oui. Alors, nous en sommes. À mon avis. Nous avons beaucoup de questions. Oui. Donc, en fait, on voulait vous parler, effectivement, donc après la lutte contre la désinsertion professionnelle, de la QVT pour essayer qu'il y ait insertion. Donc, la QVT, donc qualité de vie au travail, va devenir qualité de vie et conditions de travail. Donc, peut-être que Francis, vous pouvez nous en dire 2 mots rapidement. Je vais essayer de condenser au maximum. Alors, déjà, la QVT qui existe depuis 2013, en fait, dans sa définition, aujourd'hui on parle de QVCT, donc qualité de vie et les conditions de travail. Et dans la définition initiale de 2013, on parle de l'amélioration des conditions de travail. Donc déjà, au niveau de l'idée, c'est de mettre en avant les conditions de travail en plus de la qualité de vie. Donc c'est déjà quelque chose qui est existant, mais il va y avoir un approfondissement sur les conditions de travail pour un bref récapitulatif sur la QVT et se concentrer après sur la partie conditions de travail. La qualité de vie au travail, ça implique plusieurs thèmes. À l'heure d'aujourd'hui, le thème qui ressort le plus et que les entreprises ont retenu, c'est la relation de travail, le climat social, en faisant des aménagements au niveau des locaux, en mettant des fois des baby-foot, etc., etc. Ce n'est pas que ça. Alors, je vais vous énumérer les différents thèmes et après vous dire sur quoi il faut se concentrer. Quand on met une QVCT, difficile avec les acronymes, donc il y a le contenu du travail, donc l'autonomie des salariés au niveau du travail, les moyens pour réaliser le travail, le management participatif, donc dans l'idée, c'est de dire on a une connaissance de la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est la QVT, ça date de 2013, tout ce que je vous dis. Les diffusions des procédures de travail, les objectifs, donnés par l'entreprise et les informations pour le bon fonctionnement ou le changement qui peut y avoir lieu dans une entreprise. Vous avez la santé au travail, tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc, c'est un thème principal, donc c'est la prise en compte de la santé et de la sécurité au travail des salariés. La réalisation du document unique, vous l'avez compris. Vous avez aussi la compétence et le parcours professionnel. C'est de dire que quand un salarié fait une formation ou qu'il a une compétence, une validation des acquis et l'expérience, de pouvoir utiliser cette expérience-là pour le faire progresser, ne pas dire vous faites une formation mais on n'utilise pas le bienfait et le bénéfice de ces formations. Et enfin, l'égalité professionnelle pour tous, égalité donc hommes-femmes, la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Voilà, ce sont déjà tous ces thèmes-là qui étaient dans la qualité de vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas une grosse innovation, une fois de plus, sur le sujet. On est sur la clarification et là où, pour certains, QVT pouvait paraître abscon et des fois se limiter à un baby-foot dans un hangar, là, on revient sur l'essentiel, c'est d'abord les conditions de travail. Donc, tu parlais d'autonomie, qu'est-ce qu'il y a dans le poste de travail, qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement immédiat, parce qu'on sait quand même que c'est ça qui compte au demeurant pour que les gens s'y sentent bien. Et là, il y a une obligation d'aborder ces thématiques-là, de les négocier annuellement pour les entreprises de plus de 50 salariés. Tout à fait. Et c'est pour ça que, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on allait parler des conditions au niveau, donc les conditions de travail dans la QVCT, c'est vraiment de s'orienter sur les pratiques managériales globales de l'entreprise, le maintien durable dans l'emploi,
la PDP qui a été citée tout à l'heure, etc. Donc, c'est de dire vraiment d'accompagner les salariés pour qu'ils se sentent bien, ce que vient de dire donc, Thibaut, et que le salarié, il y ait une continuité. Ça peut, par exemple, prendre en compte la pyramide d'âge, de dire quelqu'un, s'il a des efforts à faire sur un métier effectivement, éventuellement le déplacer sur un métier un peu moins sollicitant. Il y a tout un plan d'action à mener par rapport à ces conditions de travail. Il y a aussi, donc, je vous l'ai dit, la trajectoire professionnelle, c'est-à-dire donc, les formations, de prendre en compte l'évolution des salariés et la conduite de la transformation, de l'évolution d'une entreprise, de l'accompagnement au changement au niveau d'une entreprise. Ça fait partie de l'FQST. Mais c'est un travail qui existe depuis 2013, mais comme je vous l'ai dit, il y a une petite confusion entre le baby-foot et puis donc, le travail au quotidien. Il y a des choses plus pertinentes à faire. Complètement. Donc, on répondra aux questions après. On va juste essayer de conclure rapidement pour les gens qui doivent partir à 17h30. Donc, alors, est-ce qu'il y a une nouvelle offre de service et quel est le rôle des services de santé au travail? Alors, évidemment, je vais faire très court. Oui. C'est un accompagnement. On est là pour vous accompagner sur l'ensemble de la déclinaison de cette loi et donc des obligations qui incombent aujourd'hui aux entreprises. Donc ça, c'est le point important. C'était déjà le cas avant. Donc, il n'y a pas de vraie innovation. C'est plus de remettre du sens et de dire on est tous ensemble pour travailler sur ces questions-là. Donc, nos missions fondamentales ne changent pas. Il y a un petit mot qui précise les choses dans la loi, c'est qu'on avait ce côté, nous sommes là avec mission exclusive de travailler sur l'altération de la santé des trucs. Là, c'est notre mission principale. Alors, ce n'est pas qu'on change fondamentalement l'accompagnement, c'est juste de dire on est là dans l'offre socle pour peu ou prou continuer à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire prévention primaire sur les risques pro, prévention de la désinsertion professionnelle ou ce que j'appelle maintien en emploi, le suivi individuel des salariés. Donc, évidemment, ça reste dans l'offre socle et ça reste dans le cadre de la mutualisation. On est dans notre mode de fonctionnement sur une mutualisation. Je répète que pendant une année, peut-être que vous n'aurez pas forcément beaucoup d'activités sur votre entreprise, vous allez payer la même chose, et puis une année, pour X raisons, vous allez avoir beaucoup d'actions de prévention ou de problématiques avec vos salariés, vous paierez la même chose. Donc c'est un peu ça le principe de la mutualisation, comme une assurance. Ça ne change pas fondamentalement, si ce n'est l'exigence d'effectivité de certification qui va nous pousser à être, je pense, meilleurs, nous les services. Ce qui est ouvert, c'est une offre complémentaire. Alors il y a d'autres offres, mais on ne va pas le développer ici. L'offre complémentaire, c'est justement, une fois qu'on s'est débarrassé, entre guillemets, de l'offre socle, c'est comment on va plus loin et comment on accompagne davantage l'entreprise en fonction de ses besoins, de sa taille, de son activité. Et là, évidemment, les services vont pouvoir apporter d'autres offres, toujours dans le champ de la prévention, évidemment, notamment la formation. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément faire. Demain, on pourra développer une offre de formation qui permette aux entreprises, rapidement, de savoir sélectionner une entreprise qui est compétente en la matière, et les services seront compétents en matière. On a aussi des offres, par exemple, de personnel sur site, sur un certain nombre de thématiques, des infirmiers d'entreprise formés à la santé au travail qui pourraient rentrer dans ce cadre-là, des assistants de services sociaux. Voilà, des audits particuliers, en tout cas du sur-mesure. Demain, ça va être davantage ouvert que l'offre que nous avons actuellement. Et évidemment, elle fera l'objet d'une tarification différente et distincte de la mutualisation que nous avions. C'est la nouveauté. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'une heure, c'est très, très court. On a essayé de faire de tout aborder. De toute façon, le support sera extrêmement détaillé. Le replay sera sur la chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes les informations. On va essayer de répondre aux questions qui restent. Avant, je voulais juste le sens de cette loi en amont pour vous. Si je prends le truc, la mise en action, en fait, c'est ce qu'il faut retenir. C'est collaborer, c'est tous ensemble. Il y a cette notion de pluridisciplinarité et il faut agir. Hein. Il faut sortir juste parce qu'on peut avoir cette tendance à dire il faut que je me conforme à la réglementation. Oui, bien sûr, mais se conformer à la réglementation pour la réglementation, c'est la même chose que faire une certification pour la certification, ça n'a pas d'intérêt majeur. Il faut juste que ça nous aide à mieux prendre en compte ces dimensions-là dans notre quotidien pour qu'on progresse. Donc l'action, en un mot. Pour ma part, le salarié est pris dans sa globalité, sa santé au travail, son évolution tout au cours de son parcours professionnel. Je crois que ces décrets globalisent un petit peu la santé au travail du début de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière.
Alors, je vais compléter justement, je suis tout à fait d'accord. C'est pour moi, par rapport à cette loi, c'est de dire on fait de la prévention tous ensemble, à tout niveau de l'entreprise, et c'est pour arriver, en dehors malheureusement, ça peut arriver d'une maladie, d'arriver en bonne santé à la retraite. Tout secteur. Tout secteur, voilà. Tout secteur. Tout secteur et tout secteur. On essaie de répondre à quelques questions. Merci beaucoup. On essaie de répondre à quelques questions pour les personnes qui restent. Alors, le télétravail peut-il être considéré comme une meilleure condition de travail quand le trajet est long en train? Et combien de jours peuvent demander les gens? Alors, le télétravail est un accord d'entreprise, hein, donc c'est la première des choses à faire. C'est pas du tout quelque chose comme ça qu'on décide ou que l'on veut, sachant que le trajet n'est toujours pas considéré comme. D'ailleurs, la sécurité sociale va considérer que le trajet est un arrêt maladie. Il sera toujours pris. Il y a de grosses discussions en ce moment entre l'accident de trajet. Est-il un accident de travail ou pas? Alors, on complétera, mais globalement, évidemment que ça peut être une amélioration des conditions de travail, à condition que l'activité le permette, parce que je prends des exemples, hein, si vous êtes, votre métier, c'est de faire de l'accueil ou d'être une vendeuse aujourd'hui sur une boutique, évidemment, on pourrait considérer que c'est une amélioration de la condition de travail de la vendeuse, sauf qu'en réalité, c'est incompatible avec la fonction. Donc, il y a toujours quand même ce rapport entre le métier, les exigences du métier et cette amélioration-là. Quand ça le permet, oui, ça peut être une amélioration à condition qu'il y ait des choses qui se passent autour. Tout à fait. Et par rapport au télétravail, le confort de ne pas avoir de trajet, effectivement, est un des arguments. Maintenant, il ne faut pas oublier que quand on est en situation de télétravail, nous sommes en situation isolée chez soi. Donc, c'est très important, si le télétravail est mis en place, de mettre une organisation de prévention, d'accompagner le salarié, d'avoir des réunions, des communications, qu'il n'ait pas cette sensation d'être isolé et d'être abandonné. Parce que c'est ce qui est ressorti avec la période du Covid, etc., où beaucoup de salariés ont accueilli le télétravail en disant « c'est super, c'est génial », et au bout d'un certain temps, de dire « oui, c'est bien, mais il manque le contact social, je n'ai pas mon responsable quand j'ai un souci, etc. » Et c'est pour ça que ça doit être organisé avant de le mettre en place. Nous ne sommes pas tous égaux sur ces questions-là, on l'a vu avec la pandémie. La question du nombre de jours est posée, l'activité va le définir. Et là, ce que disait Daniel, c'est le dialogue social qui va être important pour déterminer en fonction de l'activité qu'est-ce qui est le plus adapté. Mais il y a des risques liés au télétravail, il y a le risque d'isolement, il y a le risque renforcé de troubles musculo-squelettiques parce qu'on n'a pas forcément les bons outils pour travailler à la maison. Il y a le risque lié à la déconnexion aussi. Donc, ce n'est pas forcément la panacée. C'est un outil, s'il est bien géré, il peut participer à l'amélioration des conditions de travail. Mais ce n'est pas la solution miracle, clairement. Alors, on a une question. Quelles seraient les sanctions si l'employeur ne propose pas le rendez-vous de liaison et la visite de pré-reprise? Alors, il y a peut-être eu une incompréhension puisque ce n'est pas du tout… non, il n'y a pas de sanction. Le rendez-vous de liaison est un outil pour que l'employeur et le salarié échangent. Voilà, c'est la sanction vis-à-vis de l'employeur, là, pour le coup. Je n'ai pas connaissance aujourd'hui d'une sanction. Voilà. C'est plutôt un rendez-vous manqué à ce stade. Oui. Après, ça peut peser dans un dossier de contentieux ultérieur comme un manque d'intention de l'employeur de gérer une situation. Donc, c'est plutôt des circonstances aggravantes qu'un risque direct, je pense. Mais c'est trop tôt pour la réponse. Je vais répondre à l'essai encadré. Peut-il être refusé par l'employeur? Oui, effectivement, parce que l'essai encadré, c'est une convention entre la caisse primaire d'assurance maladie, le salarié et l'employeur, avec un tuteur en plus. Donc, c'est pas marqué dans le texte de loi, mais c'est un accord qui doit se faire à plusieurs parties, l'essai encadré. Il faut que toutes les parties soient d'accord pour le faire, voilà. Sinon ça ne marche pas. Il n'y a pas de changement dans les temps partiels thérapeutiques. Non, il n'y a rien de changé puisque le temps partiel thérapeutique est prescrit par le médecin traitant. D'accord. Donc, on nous demande où retrouver les thèmes de la QVCT. Ils seront sur le support qu'on va vous envoyer de toute façon. Alors, si le DUERP a déjà été réalisé en 2022, faut-il le refaire avec des nouvelles dispositions? Pas forcément. Si le document unique est fait à l'heure d'aujourd'hui et qu'il y a effectivement des actions, peu importe la taille de l'entreprise, il est fait. Après, si vous êtes plus de 50 salariés, il faut juste préparer les actions, préparer un plan d'action
pour que ces actions soient réalisées. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce plan d'action, indépendamment de la mise en ligne, ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. Le plan d'action, c'est valable depuis depuis la loi, donc le 30 mars 2022. Le plan d'action, c'est la nouveauté, donc ça doit être mis en place. S'il n'y a pas le plan d'action détaillé et que vous êtes plus de 50, oui, il faudra le remettre à jour pour inclure un plan d'action qui soit conforme à la réglementation. Mais si vos risques sont bien pris en compte, vous avez tout, il n'y a pas de nécessité absolue de le refaire. Alors là, on a une question un petit peu longue sur un salarié précis qui a un souci du poignet, qui souhaiterait être aidé. Là, je pense que peut-être la meilleure réponse, c'est de dire de contacter le service de santé au travail et l'ergonome. Le médecin du travail, tout simplement. De donner des... Parce que là, c'est pour des adresses pour du matériel pro spécialisé. Voilà, donc... comment faire pour solliciter le service de santé au travail pour le DU ou autre, sachant que les visites ont lieu tous les 5 ans? C'est complètement distinct, en fait. Il y a rien à voir. Voilà, il y a le suivi qui, lui, alors il est tous les 5 ans. Alors, il n'est pas forcément tous les 5 ans, il est jusqu'à 5 ans en fonction de la typologie du salarié et des risques auxquels il fait face. Bref. Par contre, si vous avez un besoin d'accompagnement sur l'ERP, vous contactez votre service de santé au travail par vos contacts habituels, soit l'assistante, soit le médecin ou tierce personne que vous pouvez avoir dans vos contacts. Et évidemment, elle verra avec vous un calendrier pour pouvoir intervenir et vous accompagner. Et en plus, cette personne pourra vous repréciser les obligations en termes de délai, en termes d'action. J'aurai Francis qui arrivera et qui va vous aider. Et alors, on a eu quelques questions aussi sur les risques psychosociaux et le harcèlement dans le DU. Est-ce qu'il faut les mettre Absolument. Alors, le harcèlement est du juridique. Non, mais le risque psychosocial, en tout cas, est un risque aujourd'hui majeur. Mais il n'est pas obligatoire à mettre dans le DU. Parce qu'on a eu la question. Alors, les RPS, pour l'acronyme, donc les risques psychosociaux sont obligatoires dans le document unique. Je ne vous cache pas que je ne me rappelle plus l'année. De la mise en place de cette obligation, mais ça doit être inséré dans le document unique et précisé. Et en fonction donc, de ce que vous détectez au niveau des RPS, que c'est un thème quand même relativement large, de consulter le service de santé, aussi bien les psychologues du travail, les médecins pour vous accompagner. Et il y a toute une démarche. Vous pouvez faire des enquêtes RPS, vous avez vraiment toute une démarche au niveau des RPS, mais ça doit être effectivement pris en compte dans le document unique. On est là pour ça aussi. Les visites mi-carrière ne concernent pas que les CIR, elles concernent tout le monde. Oui. L'année civile des 45 ans. Alors, donc, ceux qui sont plus âgés, il n'y a pas de texte de loi pour dire qu'on leur fait une visite de mi-carrière. Ils peuvent le demander. Ils sont foutus. Non, je plaisante. Ils peuvent demander, effectivement, ils peuvent la demander, la visite. Clairement, on peut se poser la question sur cette visite de mi-carrière parce que finalement, quand on regarde l'objet de la visite de mi-carrière, ça ressemble peu ou prou à des visites périodiques que l'on fait, puisqu'on vérifie l'adéquation du poste de travail de l'état de santé. Alors là aussi, c'est de la spéculation de ma part. J'ai indiqué le contexte qui est changeant. On a une pénurie quand même de médecins du travail qui n'est pas pour l'instant près de s'améliorer, même s'il y a d'autres professions et des infirmiers ces professions se développent. Est-ce que c'est un peu la mort annoncée de la visite périodique? C'est une spéculation. Mais ça pousse à réfléchir. En tout cas, moi, ça m'interroge aujourd'hui que cette visite apparaisse. Je pense que ça interroge quand même beaucoup sur la désinsertion professionnelle et sur le fait qu'après 50 ans, il y a quand même la sécurité sociale, beaucoup d'invalidité et de gens qui ne sont plus en très bonne santé et se posent la question, est-ce qu'il faut changer de parcours professionnel? Est-ce qu'il faut faire des formations? Peut-être qu'il y a aussi cet objet-là derrière et le compte personnel de formation à utiliser parce que les gens ne savent pas très bien l'utiliser. Donc, merci à tous. De toute façon, vous aurez le support très, très détaillé avec tout ce qui a été dit. Et puis, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service de santé au travail pour toute question. Ils sont là pour ça. Évidemment. Et nous allons faire la suite de ce webinaire parce que je crois qu'il y en a besoin. Donc, on en fera un très, très bientôt. Merci à vous. Merci Natacha. Merci à vous tous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.